Alors, bonjour. Je ne sais pas si tout le monde m'entend. Alors, d'abord, écoutez, je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire. Alors, mon nom est Pierre Pionne. Je suis le vice-président aux affaires gouvernementales chez Bombardier. Et je suis également sur le conseil d'administration du conseil commercial le conseil commercial Canada-Arabe. Alors, il me fait extrêmement plaisir au nom du CABC de vous souhaiter la bienvenue là, pour ce webinaire. Je sais qu'il y a plusieurs participants en ligne, alors ça devrait être une discussion extrêmement intéressante. I'm very pleased to be able to moderate this panel and to welcome you in this panel. We thank you very much for taking the time for this. The topics that we will be covering will include the economic prospects in the Maghreb region, during the COVID-19 crisis, but also post-COVID-19. I also sit on the board of the Canada-Arab Business Council, and it's also in that capacity that I'm attending today's and moderating today's webinar. We're very pleased to be supporting the Quebec Delegation Office in Rabat in Morocco, and the Quebec government for this webinar that is organized by them with our support. I'm very pleased to introduce to you as the first speaker for this panel before we turn over the discussion to representatives from small and medium-sized businesses that have been active and successful in the Maghreb region, for them to share with us perspectives on challenges and opportunities, and hopefully some pieces of useful advice for you as well as you consider or you're doing business in the region. But before turning to the panelists, the SME representatives, I'm very pleased to introduce to you Mr. Alain Olivier, who's the Quebec delegate based in Rabat, Morocco. Although he's based in Morocco, he not only covers Morocco, but also Tunisia and Algeria. And his focus is interventions on behalf of Canadian companies and Quebec companies in particular, and Quebec institutions in the region, focused on trade, but he's also active in the spheres of culture, education, and immigration as well. He's been in Rabat since the opening of the office in 2018. Mr. Olivier has extensive experience in many different countries, working in many different cities, working for the Quebec government as Quebec delegate in the US. He's been posted before to Atlanta, New York City, and also Washington. And in the past as well, before going to Morocco, he was posted to Mumbai. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Monsieur Alain Olivier pour une présentation sur ses perspectives pour la région et les opportunités d'affaires pour le Québec et le Canada. Et ensuite, Monsieur Olivier cédera la parole aux panélistes. Merci. Et cette présentation va être bilingue. En fait, la session va être bilingue, anglais et français. Et on aura une période de questions. Alors, sentez-vous bien à l'aise de poser des questions dans la langue de votre choix. Merci. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup. Thanks very much to the Canada-Arab Business Council for partnering on this event. Thank you to 3 great companies who are sharing their time with us this afternoon: NTS Global Engineering Services, Data Performers, and Acme Engineering Products. Et merci à vous tous qui êtes ici cet après-midi. Je vais donner ma présentation
en français. Comme Pierre l'a mentionné, durant la période de questions, je serai heureux de prendre des questions en français ou en anglais. Donc, je vais partager ma présentation à l'instant. Et là, on passe au diaporama. Juste. Parfait. Donc, voilà. Je pense que vous l'avez à l'écran maintenant. Donc, cet après-midi, on parle du Maghreb. Le Maghreb a un marché de 90 millions de personnes, 90 millions de consommateurs. Aussi, c'est une région de l'Afrique qui a un positionnement stratégique, tant par rapport à l'Europe que par rapport au reste du continent africain et la région du Moyen-Orient. C'est aussi une région qui a des accords d'association avec l'Union européenne, qui est le principal partenaire commercial des pays du Maghreb, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Et c'est une région, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le Maghreb, à revenu intermédiaire. Donc, les infrastructures de transport, de logistique sont excellentes, ce qui facilite beaucoup le commerce international avec l'étranger. Donc, pour les gens d'affaires, pour vous qui êtes intéressés par l'établissement dans la région, on se retrouve assez rapidement dans le système administratif, légal et fiscal des trois pays. Il est fortement inspiré par la pratique française. Donc, les structures corporatives de sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée ou sociétés par action en Algérie sont très similaires. Je vous expliquerai un peu plus tard certaines particularités et changements qui ont eu lieu sur les formes légales en Algérie. Plusieurs incitatifs à l'établissement qui sont offertes par les pays de la région, que ce soit pour l'achat de terrain, pour défiscaliser les achats, pour faciliter l'embauche. Et un élément qui est très important à savoir quand vous faites affaire avec la région, c'est que tant le Maroc que la Tunisie et l'Algérie ont des conventions fiscales avec le Canada. Ça fait en sorte que vous n'êtes pas imposé deux fois lorsque vous faites affaire avec la région et c'est très facilitant quand vous planifiez votre montage ou votre projet. Comme je le mentionnais tantôt, les trois pays sont des pays à revenus intermédiaires, donc qui ont un revenu par habitant entre 3 et 4 000 $ américains. C'est des pays à croissance beaucoup plus forte que dans le monde occidental. Bien sûr, tout le monde a été impacté, continuera de l'être par la pandémie, mais on anticipe que les impacts seront moins grands au Maghreb que dans le reste du continent africain. Maintenant, comment ça s'est vécu la COVID-19 au Maghreb? Les autorités ont réagi très vite. Pour ceux d'entre vous qui suivaient la région, les espaces aériens ont été fermés rapidement après que la pandémie se soit déclarée. Les trois gouvernements ont pris la situation extrêmement sérieusement et il y a eu des restrictions très importantes aussi au déplacement des personnes. Les trois pays émergent de la période de confinement. La Tunisie a été la première vraiment à retrouver le chemin de l'activité économique au mois de mai. Et le Maroc et l'Algérie sont dans ce processus-là actuellement. Puis encore une fois, les gouvernements agissent de manière très responsable face à la crise pour protéger leurs ressortissants, mais aussi la capacité productive du pays, qui est tellement importante. Maintenant, dans la gestion économique de la crise, les gouvernements se sont beaucoup fiés
au secteur bancaire pour assister les entreprises, pour assurer le maintien de leur fonds de roulement, pour reporter certaines échéances sur des prêts. Et c'est aussi l'esprit des programmes que nous voyons maintenant émerger, comme Daman Relance au Maroc, qui assure des prêts à faible intérêt pour les entreprises de la région sur une longue période pour maintenir leur fonds de roulement. Les gouvernements ont aussi allongé les périodes de remboursement des impôts de la taxe sur la valeur ajoutée. Ces mesures-là vont se terminer à la fin de l'été, début de l'automne, et c'est vraiment là qu'on va voir the full extent, toute l'étendue du dommage causé par la crise. Aussi, ce qui est très important, je le mentionnais au départ, dans la foulée de la COVID, il y a eu des budgets révisés, donc des projets de loi de finances rectificatifs, comme c'est la pratique ici, dans les 3 pays. Et je veux attirer votre attention sur des développements très intéressants qui se sont produits en Algérie particulièrement et au Maroc. En Algérie, jusqu'à tout récemment, le gouvernement obligeait les entreprises voulant investir dans le pays à convenir d'un partenariat avec une entreprise locale où l'entreprise locale aurait plus de 50%, en fait 51% des actions. Plusieurs entrepreneurs voyaient ça comme un frein à l'établissement d'une présence en Algérie. C'était une pratique qui existait depuis 2009 et dans le dernier projet de loi de finances rectificatif, le gouvernement a annoncé que la règle du 51-49 ne serait limitée qu'à un nombre très restreint de secteurs. Des infrastructures stratégiques, principalement les industries extractives ou les services publics. Donc, pour vous, entrepreneurs québécois, canadiens, qui êtes dans la fourniture de services ou de produits, les chances sont que vous êtes exemptés, que vous pouvez vous établir sans être assujettis à la règle 51-49. Même chose, le gouvernement a mis fin au droit de préemption qu'il appliquait dans le passé, qui lui permettait d'intervenir dans les transactions commerciales. Ce ne sera plus le cas. Par ailleurs, il faut aussi être très lucide par rapport au... puis vous excuserez le bruit de fond puisqu'on est à l'heure de la prière ici. Donc, je voulais dire que le gouvernement, maintenant, veut axer sa stratégie sur l'attraction d'investissements. Donc, les prélèvements à la source auprès de prestataires de services étrangers, dont les compagnies québécoises et canadiennes, passera de 24 à 30% sous l'effet du projet de loi de finances rectificative. C'est quelque chose qu'on garde à l'œil, qui va faire en sorte que pour l'export de services, ça va être un peu plus difficile que dans le passé, mais le projet de loi de finances crée aussi plein d'autres conditions très facilitantes pour l'exportation. Maintenant, au Maroc, je veux attirer votre attention sur un mécanisme qui voit la Caisse centrale de garantie, un organisme de soutien aux PME, adopter une nouvelle structure coopérative qui va lui aider à aider plus facilement les PME. Comme je le disais, le Maroc dépend beaucoup plus sur le secteur bancaire pour aider son secteur privé. Donc, on n'a pas encore les esquisses des plans de relance sectoriels qui vont venir à l'automne. Ce qu'on garde à l'œil au Maroc, c'est que dans les annonces du projet de loi de finances, il y a dorénavant la possibilité, dans les marchés publics, pour les donneurs d'ordre publics de majorer les propositions étrangères de 15%. C'est quelque chose qui nous préoccupe parce que ça pourrait pénaliser les prestataires québécois et canadiens. On garde ça à l'œil, mais le Maroc a bien souligné qu'il souhaite
pleinement adhérer à leurs obligations en vertu de l'OMC et leurs autres accords internationaux. Maintenant, les défis du nouveau contexte, c'est sûr que les économies vont être fortement affectées comme partout dans le monde. Les économies les plus diversifiées de la région, Maroc, Tunisie, seront moins impactées que l'Algérie, qui amorce son processus de diversification. Vous allez certainement en entendre parler dans les présentations, les témoignages des PME. Les délais de paiement, le risque de mauvaise créance va certainement augmenter et les délais pour les entreprises établies dans la région de remboursement de la TVA vont aussi augmenter. Comme je le mentionnais tantôt, la préférence nationale dans la région, mais aussi partout dans le monde, est un concept que beaucoup de gouvernements regardent. Ils pensent à attirer des emplois, à préserver l'emploi local. C'est de bonne guerre. On fait la même chose au Québec et au Canada. Cela étant, on garde un œil aussi sur les pratiques qui peuvent constituer des entraves au commerce et on espère que la préférence nationale sera appliquée en cohérence avec les règles de l'OMC. Nous travaillons étroitement avec nos collègues des ambassades du Canada à l'étranger sur ces questions. Par ailleurs, sur le plan positif, la crise amène de nouvelles occasions d'affaires, de nouveaux secteurs qui deviennent intéressants pour les exportateurs et investisseurs québécois et canadiens dans la région. Et justement, pour nous, les infrastructures publiques, transports, santé, écoles vont être à surveiller parce que c'est un secteur où les gouvernements vont certainement investir à l'automne. La crise, je n'ai pas besoin de vous le dire, a amené une explosion dans les applications des TI, dans tous les secteurs d'activité, de l'éducation à la santé, au bancaire, la cybersécurité. C'est un secteur où, dans la région, la Tunisie a une longueur d'avance avec des entreprises leaders qui se distinguent. Et il y a une belle occasion de partenariat pour les entreprises québécoises et canadiennes dans le secteur pour créer de nouveaux liens d'affaires. La santé, évidemment, en raison de la pandémie, mais aussi côté équipement et technologie, parce que des fournisseurs de services, des hôpitaux, des gouvernements vont avoir besoin d'acheter des produits pour les nouvelles infrastructures. Le Maghreb est une région du monde qui vit un stress hydrique important, donc l'enjeu de l'eau, de l'accès à l'eau va demeurer une priorité. Plusieurs entreprises québécoises et canadiennes sont établies dans cet espace-là, dans la région, et nous voyons, notamment au Maroc, de très belles opportunités d'investissement et de partenariat. Enfin, le secteur des mines reprend, a été très affecté par la pandémie, mais reprend son activité, évidemment parce que le Québec n'a pas une économie axée sur les hydrocarbures. Je ne parlerai pas de pétrole et gaz aujourd'hui, mais l'Algérie demeure une force mondiale dans le domaine avec la Sonatrach que tout le monde connaît. Je vais terminer en vous parlant brièvement des services offerts par le Bureau du Québec. Comme Pierre Pioune le mentionnait en ouverture, le Bureau a ouvert en 2018. Nous accompagnons les entreprises québécoises pour identifier des partenaires, pour développer leur plan d'affaires, pour s'établir dans la région si elles le souhaitent. Nous organisons aussi avec le gouvernement du Québec et avec des partenaires, comme dans le passé avec le Conseil d'affaires Algérie-Canada que je salue, des missions commerciales dans la région et nous sommes également présents lors de foires internationales. Ça fait le tour de ma présentation. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante. Maintenant, sans plus tarder, je vais arrêter mon partage d'écran et je vais présenter
NTS Global Engineering Services. So in a word, this afternoon you will be hearing from Vlada Shilina, Vice President of Strategic Partnerships, and Mohammed Siraji, President and CEO of the company. Vlada is Vice President for Strategic Partnerships. She has an extensive experience in government and private sector responsibilities in North America, Europe, and now North Africa. She joined NTS in 2017, and she's responsible for leading key business development activities and strategic partnerships in the EMENA region. Mohammed Siraji is the founder and president of NTS. It's a company that specializes in engineering for aerospace, automotive, naval, and railway industries. NTS began its activities in 2007 with an important contract with Bombardier, among others. And Mohammed is based here in Rabat. So without further ado, I'd yield the floor to Vlada and Mohammed. Mohammed, you need to unmute your... Sorry. Bonjour tout le monde. Mohamed Siraji, président de NTS. Comme il a bien expliqué Alain, NTS a été créé en 2007 en ingénierie de transport. Principalement, on a commencé avec l'aéronautique. Puis on est parti dans l'automobile, ferroviaire et navale. Je ne sais pas si vous regardez ma présentation. Non? Vous arrivez à la voir? Donc voilà le sommaire. Donc on était parti au Maroc en 2012. Donc on avait vu qu'il y a un potentiel au Maroc à cette date-là. Encore l'aéronautique n'est pas, les industries aéronautiques et automobiles pas assez développées. On était un des des premières compagnies canadiennes qui se sont établies même avant Bombardier Bombardier Aéronautique. On avait commencé à faire principalement du offshoring et puis servir des clients sur place. Aujourd'hui, on est une centaine d'employés au Maroc, donc ça va bien. Malgré la période du Covid, on a pu maintenir 80% de notre chiffre d'affaires. Puisqu'on a ciblé, on avait une stratégie de diversifier nos marchés, donc on travaille beaucoup avec l'Asie aussi. Donc ça nous a permis aussi de ne pas dépendre que de l'Europe ou de l'Amérique du Nord, où l'impact du ralentissement économique a été très fort. Ensuite, on était dans la même année, on a ouvert en France aussi, on est à Lyon pour servir nos clients français et européens. Et dernièrement, on a ouvert en Angleterre en 2018 pour servir nos clients anglais. Nos principaux partenaires et clients, donc, comme vous voyez ici, donc beaucoup d'aéronautique, automobile avec Honda, Tata, donc Michelin. Pour l'aéronautique, donc Dassault Aviation, Dassault Systèmes, Liebherr, Stelia, GDC dans l'avion d'affaires et Safran pour la motorisation. Ce qu'on a, notre core business, on a beaucoup d'activités au niveau donc design d'intérieur d'avions VIP et business jet. Donc on fait le design de A à Z jusqu'à la certification.
Nos clients sont partout dans le monde. On travaille directement avec des propriétaires d'avions et aussi avec des centres de complétion. Donc, c'est ce genre de travaux qu'on fait. Dernièrement, on est en train d'acquérir un hangar au Maroc pour passer à un autre stade de développement, donc de faire de l'installation aussi. Jusqu'à présent, on n'a toujours fait que de l'ingénierie et puis préparation manufacturing. Donc, bientôt, on va faire de l'installation de monuments dans les business jets et les avions de VIP. Concernant l'équipe automobile qui est au Maroc aussi, moi je parle jusqu'à présent que de l'activité au Maroc, donc je ne parle pas globalement puisque la topic c'est plutôt Maghreb et Maroc. Donc on a une équipe aussi de 45 ingénieurs qui sont principalement dans l'industrie automobile. On a travaillé avec des clients prestigieux comme Honda, Renault, Peugeot. Donc, c'est des projets qui durent depuis presque maintenant 8 ans, depuis 2012. Aujourd'hui, avec l'équipe au Maroc, on a pu atteindre des standards de qualité qui sont très, très sévères, donc les standards de qualité japonais. Que nous, on est le seul aujourd'hui fournisseur d'ingénierie de Honda non japonais. Donc ça, c'est nos méthodologies de travail. Donc on a mis en place, on est certifié AS 9100 2018 sur le site de Maroc. On a d'autres certifications en ferroviaire aussi. Et puis on est en train de préparer la certification QS 9000 pour l'automobile. Pour vous donner un peu pourquoi on était parti au Maroc, donc avant qu'on commence, il y avait, ça se comptait sur les doigts, donc les entreprises dans l'aéronautique. Aujourd'hui, il y a à peu près 150 entreprises qui sont déjà installées. Donc, il y a une diversification au niveau manufacturier, au niveau service, au niveau matières premières aussi. Donc, tout aujourd'hui est disponible au Maroc pour une industrie aéronautique qui se développe très, très fort. Je laisse la parole à ma collègue, donc Vlada Chilina. Alain, il a déjà présenté, donc Vlada nous a rejoint en fin 2017. Donc, il s'occupe de ce qui est partnership. Il travaillait dans le bureau de Laval, donc il est venu au Maroc, donc il nous aide il a formé des équipes de gestion, il a mis en place un système d'administration efficace. Donc je lui laisse parler de nos challenges. Vlada, are you there? Yes, thank you, Mohamed. So as Mohamed mentioned, the strategic decision for NTS to open business in Morocco was to explore business opportunities and to follow many other aerospace companies, international OEMs and suppliers who have opened their operations in Morocco. Why Morocco? The political environment is very stable in this region, which is very important for the foreign investment. And if you look at the latest economic reports, the country has enjoyed a very stable economic growth for the past 10 years. For example, according to GMAS, which is the National Aerospace Industries Association, in 2014, there was about 100 aerospace companies. And in 2019, this number grew to 150 companies. What was also interesting for NTS is the fact that Moroccan government has a very clear strategy for the aerospace and automotive sectors. In fact, in 2014, the government launched the Industrial Acceleration Plan, which focuses on integrating Moroccan companies into the global supply chain and making them more competitive.
And the airspace sector and the automotive sector were identified as one of the strategic sectors in Morocco. Can we move back to the presentation, please? Another point for the opportunities in Morocco is the large pool of highly skilled workers. For example, in our office, we have young people, average age from 20 to 24, who speak multiple languages, Arabic, French, English, and Spanish, very well educated. And the government as well provides a lot of support or funding programs for training young engineers. And we tend to leverage those programs and take advantage of those programs as well. And of course, Morocco is strategically located. It's about 2 hours from key European locations, and it provides an access to the rest of African continent. Of course, there are challenges. If we can go back to the previous slide for the challenges. The employee retention is very difficult. There's a high turnover of employees. Access to financing for SMEs is another impediment. In the past several years, there has been an effort for the banking system to be more open for SMEs and provide financial instruments that are specifically tailored for small and medium-sized companies. But despite these efforts, the access to funding and financing, I think, remains a key impediment for the growth of SMEs in this region. And of course, you have administrative burdens and lengthy approval processes. Next slide, please. How we tackled those challenges, we've implemented a very effective HR strategy, which is focused on retention. We have a very stringent recruitment process. So we're not only looking for the people who are qualified and have technical expertise, but we're looking for young people who are curious, who want to learn, to grow with the company and to contribute to its success. Loyal and strong locally engaged management team is very important, and it's actually crucial to the successful operations of the business. And cultivation of strong business partnerships and relationships is very important. And as an SME, we're always looking for innovative solutions, trying to think outside of the box to resolve challenges that we encounter. Next slide, please. Mohammed, over to you. Mohammed? Okay. Hello? Yep. Okay, sorry. Thank you, Vlada, for clarifying everything. Le Covid, il nous a beaucoup impacté, surtout partie aéronautique. Donc, on a perdu beaucoup de chiffre d'affaires au niveau aéronautique, mais grâce à Dieu, on a pu récupérer au niveau automobile. C'est surtout l'automobile, les clients avec qui on travaille, il y a une montée de cadence. Donc, on a monté de la cadence avec eux. Donc, les pertes qu'on a eues en aéronautique, on a pu récupérer une partie en volume d'affaires en automobile. Donc, pour aujourd'hui, globalement, on a perdu 20% de notre chiffre d'affaires cette année. On espère, les choses, ça a commencé à reprendre. Donc, depuis le mois de juin, on voit qu'il y a plus de dynamisme. Donc, plus les gens, ils ont moins peur. Donc, déclenchent de nouveaux projets. J'espère aussi que le mois de septembre, ça va être plus actif et plus dynamique.
Mais en parallèle, on a pu mettre de l'ordre aussi dans l'équipe. On a aussi formé des gens, on a travaillé sur la polyvalence, on a orienté les gens sur les bons métiers pour pouvoir reprendre en force et avoir plus de compétences, plus de savoir-faire pour prendre d'autres projets plus importants. Je pense que c'est tout, Vlada, c'est la dernière slide. Yes. Donc, si vous avez des questions, on est à votre disposition. Et merci beaucoup de nous donner cette opportunité-là et puis de faire connaître notre expérience au Maroc et au Maghreb. Puis on est à la disposition d'autres entrepreneurs qui voudront venir ici si besoin d'informations, d'aide ou d'orientation, ils sont les bienvenus. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup, merci beaucoup, Mohamed et Vlada, pour vos présentations. Much appreciated for your remarks on NTS's experience in Morocco. I'm very happy now to hand it over to Ziad Touzani. Ziad is head of AI partnerships at Data Performers. As part of his duties, he's attentive to developments in AI in an ethical framework. Data Performers is an AI company applied to predictive analytics and computer vision. It creates customized solutions for companies in many sectors, such as manufacturing, aerospace, supply chains, fintech, and much more. In 2020, it launched Macula AI, a fault detector for assembly line productions. Donc, sans plus tarder, je céderai la parole à Ziad. Merci beaucoup, Alain. Thank you very much, Alain. We start first to share my presentation. Okay, so is it okay? You guys can see it? Yes, thank you. Okay, fantastic. So, so Data Performance, as said Alain, is a company based in Montreal. Here you can see some of the team who is based in Montreal. We have exactly two subspecialties, advanced analytical and computer vision. You have here the team that is based in Tunisia. We opened our office 1.5 years ago. And I will also develop in this presentation why we choose Tunisia and for opening this office. So first, what's the opportunities that you can find in Tunisia? The main thing is the workforce that is really educated. Like for us working in IT, it's like Tunisia train around 8,000 IT engineers per year, which is like the highest amount compared to the population. Like if we do the comparison with Algeria and Morocco, the country has invested like since the 80s in developing the IT sector. So for us, it's really easy to find educated people to hire, and also that will with low turnover. So that was, I would say, one of the main argument for us to move to Tunisia. The second one is the infrastructure. Tunisia has really good infrastructure, specifically in the big cities, so road or airports. But what's concerning us is really the telecommunication, and for that it's really good. So for us working also remotely with the office in Tunis, it was also an important factor to have a stable, good internet connection with high flow. The third, also, I would say, positive, attractive argument for Tunisia is its fiscal incentives and financial one. For instance, for companies that are like offshore, they have 10-year
of tax exemption when they invest in Tunisia. In our case, as an IT company, we were lucky to open at the same time when the government passed a new law called Startup Act, which like enable even specific like tax reduction and incentives for IT companies. So we don't pay employees perception, like for instance, which is also an important fact because it's make us also like cheaper. The hiring in Tunisia became even more cheaper. A fourth argument is the integration with European Union. Tunisia was the first country to sign an agreement with the EU in the region. It was in the, I think, 80s also. And it's the country that is like having like the most advanced discussion to deepen this economical and trade agreement. So another thing is also that because of the Tunisian revolution, the European Union was also trying to help a lot the country. And for research and development, Tunisia is the only country in the region who can access European funds to finance for companies and like university to finance research and development. So this advantage could be also important for like companies that are going more than just like investing in workforce, like qualified workforce, but also in doing research and development. Maybe another last factor is also the dinar depreciation in the last years, making Tunisia's site really competitive also. Like, I think the depreciation of the money was like around 30%, which is huge. And like through the years, the company were, I would say, pay maybe the same amount of money with hiring more or sometimes less because of this currency depreciation. And last, there is some, the country has specialized in some sectors, IT, I said, and also like automobile with manufacturing of cables for cars. It's also one of the main excellence sector, and the government is also trying to do a lot to help the sector and like attract foreign investors. Now, maybe the challenges. So the administration can be a challenge, there is lots of rule and regulation. So that could be a challenge for some companies. But the good point is also that the government is aware of that and is trying to reform that. And like any investor have like two agencies that can help him, like the Tunisian Investment Authority, who can be seen as a one shop for all, like to deal with the Tunisian administration. And for IT company like ours, Smart Tunisia is also an agency that is helping IT company to develop. For instance, they give also money to train and certification and do certification to the local people that we hire. That could be also important because, and that will be lead to my second point, the workforce is educated, but sometimes there are lacking of qualification for specific tasks. In our business, for instance, we had found lots of people that are educated in software engineering, but they were not really qualified for doing artificial intelligence. So we use some kind of those financial help to train them more and improve the quality of the workforce we have. So the third point will be the domestic market. Compared to Algeria or Morocco, Tunisia is a small market. It's just 11 million inhabitants. For decades, it had the advantage of being, I would say, the real base for a company who wanted to invest and develop in Libya.
And so for now, with the current situation in Libya, so it's no more the case. So that could be also a challenge for companies that are looking also to develop market in Tunisia, and not just like for us, like to be a remote site for helping the headquarters. So for COVID-19, we didn't have so much difficulties working during that. So it could be mainly due to the kind of activity we do, IT, which can be done like easily remotely. But in general, like Tunisia is for now the safest country regarding COVID-19 in the region. The government has done really important action since the beginning, and that led to results quickly. So the reopening of the economy was quicker than in Nigeria and Morocco, and still the government are really like monitoring the situation, I will say really professionally. So that's all. Thank you for your attention. I didn't make a too much long presentation, so I hope that we give you the floor to ask questions. Merci beaucoup, Zied, pour votre présentation très éloquente sur les défis et les occasions pour votre entreprise en Tunisie. Now I'd like to round up the panel with Mohand Amroun. Mohand is CEO of Pergamon Perceptive Technologies, and he's a project director for Acme Engineering Products. Mohand has a very vast experience throughout the region, including the Gulf as well. He's one of the founders and still the CEO of Pergamon Perceptive Technologies, which is a spin-off of Acme Engineering Products based in Montreal, specialized in developing innovative gas detection systems. And he's dealt over the years with gas detection, R&D, IT, and industrial equipment at Acme. So, sans plus tarder, Mohand, la parole est à toi. Oh, merci Alain. Donc, bonjour tout le monde. Good morning everyone. Just I want to try to be bilingual as I can. Donc, ma présentation, ça va être un peu plus longue en slide, mais je vais être très court. On parlait parce que beaucoup plus des projets que je vais présenter qu'on a fait dans la région. Donc, ici, je vais présenter beaucoup plus Acme Engineering Product, où j'ai travaillé depuis 2011 là-dessus. Donc, je suis en charge maintenant de tout ce développement MIA. Donc, c'est ça. Donc, je vais commencer par donner le plan de la présentation. Donc, premièrement, je vais présenter la compagnie dans sa globalité. Et ensuite, je vais parler de Doing Business in Maghreb. Ça va faire affaire au Maghreb. Acme a été lancé en 1956 comme une représentation des firmes de production. Donc, en 1970, on a commencé à faire ses propres produits à elle. Donc, on a commencé par les boilers avant 70. En 70, on a commencé par les systèmes de gaz détection. Ensuite, dans les années 80, on a commencé dans le domaine de les filtres d'eau industriels en général. En 2016, donc, on a ouvert une filiale en Inde avec un joint venture d'une compagnie indienne. En 2017, on a ouvert aussi une compagnie à UK pour servir l'Europe. Et en 2018, donc, l'usine de l'Inde a été certifiée pour SME, UH et RSTEM. Donc, ça, c'est la photo de l'usine à Montréal. Donc, il est de 50 000 pieds carrés. Donc, on a une facilité de production aussi à Montréal dans une autre place de 100 000. Donc, elle contient 45 employés et dans les 45, 15, ils sont beaucoup plus dans l'assemblage. Ça, c'est notre usine en Inde. Donc, comme vous voyez, c'est 8 000 pieds carrés. Donc, c'est une surface qui était certifiée. On a une autre place dans le même endroit. Ça, c'est nos partenaires qu'on travaille en Angleterre, où on fait l'assemblage pour servir
tout ce qui est le marché européen. Donc, voilà un petit résumé de toutes les usines et les offices et les distributeurs qu'on a au monde. Donc, comme vous voyez, donc, nous sommes un peu présents un peu partout dans le monde, en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique latine, même au Kazakhstan, si vous voyez, là, on a des distributeurs des produits. Et il y a beaucoup plus d'autres qui sont là. Donc, notre expertise, c'est une compagnie multi-expertise. Donc, on a des gens qui sont des ingénieurs en 3D modeling, en simulation, tout ce qui est piping, tout ce qui est skid, spécification, des ingénieurs en processing, dans le design, donc l'expertise en mécanique, électrique, et électronique et même en logiciel. Donc, et nous sommes certifiés, comme je dis, ISO 9001. Et on suit les normes SMI division 1 et 2. Et maintenant, on commence aussi à suivre les normes européennes pour les appliquer en Nord-Afrique. Donc voilà, je vais présenter ici notre range de products, donc les produits qu'on offre. Donc ici, c'est beaucoup plus des produits de filtrage de l'eau auto-nettoyant, c'est des crépines auto-nettoyantes. Ici aussi, c'est à la large scale, debris and muscle filter. C'est des filtres à débris qu'on travaille avec une compagnie française qu'on a la licence de production et de commercialisation. On a une autre ligne de produits, tout ce qui est brûloir pour la moyenne tension et les très hautes tensions. Si vous regardez ici, the high voltage electrode boiler, en eau chaude ou en vapeur, en steam ou hot water. Different technologies. Donc, on fait aussi des skids clés en main de filtrage. Ce n'est pas juste des crépines, mais c'est beaucoup plus des skids avec l'instrumentation, tout type de filtrage. On offre aussi de la filtration en cartouche et en sac. Il y a tout ce qui est aussi instrumentation pour supporter tout ce qui est skid. Il y a aussi la division de système de détection de gaz qui n'est pas aussi présent en North Africa, mais on a commencé déjà à pénétrer le marché Middle East. Voilà quelques crépines qu'on fait pour réduire le prix. Ça, c'est des crépines qui sont faites à la fibre de glace au lieu de les faire en super duplex, qui est très cher et très lourd pour les mêmes caractéristiques. Donc, nous sommes quelques-unes des compagnies au monde qui font ça dans cette technologie. Voilà, par exemple, l'un des projets qu'on a fait en Algérie et au Maroc. Donc, le premier, c'est pour une station de production d'électricité à base de gaz qu'on a fait en collaboration avec SNC-Lavalin, bac en 2007. Donc, il y a à peu près 7 crépines. C'est notre premier projet en fibre de glace, donc, qui a été un succès. Il travaille jusqu'à maintenant. Donc, on reçoit des commandes de pièces de rechange et de support. L'autre photo en bas, c'est notre première crépine au Maroc avec l'OCP. Donc, on a installé en 2019, mars, a été mis en opération. J'étais même là-bas pour le commissioning, pour le start-up. Donc, ça, c'est une très, très grande crépine qui est de dimension de 36 pouces d'ouverture. Ces ouvertures-là sont de 36 pouces. Et le vaisseau, le body, est 1 mètre de 100 mm. Ça, c'est les gros filtres à débris qu'on travaille, comme je vous ai dit, en partenariat avec Pyrosoram, c'est une French technology and French company. Donc, we are licensed to produce it and commercialize it everywhere in the world. Ça aussi, ça nous ouvre, c'est comme un complément par rapport à nos filtres pour faire une solution de A à Z. Voilà un des skids qu'on a fait en 2017 pour le Kazakhstan. C'est tout un skid au complet de filtrage pour une refinery à Balvador, en Kazakhstan. Ça aussi, c'est des skids de filtration. C'est juste d'autres exemples qu'on a fait. Ça, c'est un autre skid pour chemical injection. Ça, c'est un skid
à valves multiples, à butterfly, c'est d'isolation pour un système de filtrage où il y a deux crépines derrière. C'est mon crépine, c'est tout un ski de complet qu'on a fait pour Sabia. Maintenant, ça, c'est la division de boiler. Donc, ça, c'est des boilers électriques, steam boilers, the hot water, donc de capacité de 3600 kW de capacité. Ça, c'est la moyenne tension. Ça, c'est le hot water boiler, aussi de 2600 kW en moyenne tension. Ça, c'est à très haute tension jusqu'à 25 kVA, kilovolts de puissance, donc à très haute tension. Donc, ce produit, il y a à peu près une dizaine de compagnies au monde qui font ce genre de solution. Donc, on a signé déjà un partenariat avec une compagnie chinoise maintenant qui est vraiment le cœur de notre business. Ça aussi, it's auxiliary boilers. Ça, c'est beaucoup plus pour les bearings dans les turbines à nucléaire. Donc, on injecte le steam, la vapeur dans la bearing pour réchauffer la bearing avant que la turbine commence à tourner. Ça, c'est la division de système de gaz détection. Comme je vous ai dit, nous ne sommes pas très présents en nord-africain, mais au Middle East, on commence déjà à pénétrer le marché. Donc, les applications en général concernent, c'est beaucoup plus processing and power industry, pipe and pipe, water treatment and water, the seawater, metal and mining industry, the refineries, seawater filtration, l'eau de mer, les systèmes de refroidissement, le cooling system, chemical processing, et tout ce qui est food and beverage industry, l'agroalimentaire, et les compagnies qui produisent de l'électricité comme power companies. Pourquoi choisir Acme? Why to choose Acme? Donc, on a l'expertise depuis 1956, donc plus de 60 ans d'expérience là-dessus. On a travaillé avec de très grandes compagnies internationalement parlant. Donc, si vous voyez ici Chevron, DSMI, Sabia, les compagnies de pétrole, Sonatrach. On a travaillé avec l'OCP, KSS au Kazakhstan, avec les compagnies de Qatar Petroleum, avec Magis in Oman. Donc, tout ça. Voilà les compagnies majeures des clients qu'on a travaillé comme Wabag, Toshiba, Siemens, OCP, Mtech, Adma au Middle East, and Bechtel, Suez. Maintenant, je vais parler un petit peu langue sur doing business in Maghreb. Donc, pourquoi le Maghreb? Donc, pour nous, Acme, donc on a déjà pénétré le marché Middle East, Moyen-Orient, donc nous sommes très bien établis, surtout avec notre usine en Inde, donc on servait cette région. On veut exactement répliquer ce qu'on a fait au Moyen-Orient au niveau du Nord africain. Donc le Nord africain aussi, comme quoi il y a un très grand potentiel, surtout ces derniers temps, donc ils veulent diversifier leur business. Donc il y a beaucoup d'investissements, il y a beaucoup d'opportunités qui se donnent là-bas. Et en plus, le Maghreb, c'est une porte pour servir l'Afrique et concurrencer en Europe. Donc, notre stratégie, c'est ça. Donc, le gouvernement, il investit maintenant $1 billion dans les technologies clean. Donc, où nous sommes très intéressés, par exemple, de remplacer toutes les chaudières qui existent à gaz qui sont polluantes. Nos chaudières sont électriques. Donc, on sait qu'on a un très grand potentiel et une très grande opportunité au niveau du Maroc et de l'Algérie parce qu'ils sont en train de faire l'énergie solaire comme une source d'énergie dans les deux pays. Ça, par exemple, dans le futur, on aura beaucoup plus à travailler là-dessus. Le Maroc et l'Algérie et la Tunisie, c'est des pays du Maghreb, donc ils cherchent à long terme les relations, donc ce n'est pas juste à terme.
On a une très grande communauté au niveau du Canada pour assurer la liaison et faciliter le message et d'assurer la communication comme il faut. Si je peux donner un conseil pour les compagnies qui veulent s'établir dans la région, donc d'utiliser tous les services qui sont donnés par le bureau de Québec à Rabat et de tous les agents commerciaux attachés à l'ambassade, aux ambassades du Canada, et d'utiliser les organisations à but non lucratif dans ce domaine. Par exemple, je vais citer le CDCA, qui est le Conseil de développement Canada algérien, qui nous a vraiment très aidé en 2018 avec la mission qui a été initiée par Export Québec. Et le CDCA a organisé au niveau de l'Algérie, il nous a facilité vraiment les relations, nous a ouvert les portes, malgré même je suis algérien de nationalité, mais je n'ai pas pu avoir accès au contact sans la présence du CDCA, d'être honnête avec vous. Donc, il nous a permis d'avoir, par exemple, accès aux dirigeants de la Sonatra, qui est la plus grande compagnie africaine. Donc, on a commencé à initier des relations, des promesses de projets, et ainsi de suite. Mais malheureusement, avec le Covid-19, c'est un peu ralenti. Mais ça va venir dans le temps. Donc, un conseil aussi à donner par rapport à la région, il faut établir des relations personnelles avant le business. Donc, ça, c'est un conseil. Là-bas, ce n'est pas ce quoi vous connaissez qui va, c'est beaucoup plus c'est qui les personnes que vous connaissez. Donc, c'est ton réseau. Le réseau est très important dans ça. Le challenge, comme je vous ai dit, donc le business, c'est après le personnel. Donc, c'est le personnel qui l'emporte sur le business au début. Donc, il faut avoir un réseau très important. Et spécialement, il faut leur rendre visite. Comme nous, on a commencé depuis le 2015 à partir avec Export Québec. On est parti 3 ou 4 fois. Et ça donnait les fruits depuis 2017. Ça commence à donner fruits dans la région. Il ne faut pas oublier aussi l'influence de la France dans la région. Elle est très présente. Et ces dernières années, il y a aussi tout ce qui est Moyen-Orient et la Chine, qui a comme un concurrent important aussi dans la région. Donc, comme tous dans les pays africains, le nord de l'Afrique, les décisions sont prises 10 fois longues, comme ils peuvent se prendre aussi très vite, qui n'est pas toujours bon. Donc, comme je vous ai dit, les pays maghrébins, ils regardent beaucoup plus pour le long terme en termes de relations. Donc, l'adaptation par rapport au changement COVID-19, donc, la chose qui nous a sauvés, ça fait depuis, comme je vous ai dit, de 2015 qu'on commence à faire des voyages, à essayer d'établir des relations au Maghreb. Heureusement, on a déjà de bons représentants là-bas qui font le travail pour nous, qui facilitent la communication, qui assurent le suivi, qui fait. Il y a un petit challenge par rapport au décalage horaire qui se fait, mais on s'adapte. Donc, de fois, on téléphone le matin le plus tôt, là. Et quand on envoie les emails le soir, sur certains, tu les auras le lendemain. Donc, il y a un petit décalage là. Mais il faut toujours leur donner des formations en ligne, essayer de leur donner beaucoup plus de support, technical support en général. Et il faut toujours poser des questions pour s'assurer comme quoi la communication et le message est passé d'une façon bonne. Il ne faut pas s'attendre, tu prétends comme quoi ils ont bien compris ton message, et ainsi de suite. Ensuite, tu auras des surprises par l'avenir. Donc, il faut toujours poser des questions pour s'assurer comme quoi le message est passé. Donc, voilà, j'arrive à la fin de ma présentation. Donc, merci pour votre présence. Merci. Merci beaucoup, Mohan, pour cette excellente présentation sur l'expérience de Acme. We were almost out of time now, so we'll have to wrap up and we'll be very happy to
to be able to take your questions by email. Perhaps before ending the session, I would just invite Pierre to say a few words about Bombardier's presence in the Maghreb and in the region more generally, and then we can wrap up and get back to participants who asked questions by email. Pierre? Okay, great. Thank you very much, Alain. First of all, thank you, to all the panelists. I think it was a very good session, interesting and useful comments made by our panelists on opportunities and challenges in the region from the perspective of their own firms. But I think they are takeaways, hopefully, for the participants that can be applied to them. To your point, Olivier, certainly from our perspective, Bombardier's perspective, we do have a strong presence in the region across our business lines in rail transportation and aerospace, including in Morocco, where we have a plant, aircraft parts production plant in Casablanca that, Alain, you had the opportunity to visit yourself. Although we did announce the sale of that plant as part of a broader strategic decision for us, it was no reflection as regards the level of support that we have received and how pleased and how successful we've been with our investment in Morocco. It was part of a broader strategic decision to reorient the future of the company around business aviation. And I think many of the comments that were made by our panelists, even for a larger business like us, I think it certainly resonated. Some comments were made around the advantages of the Maghreb region in terms of proximity to key markets like Europe, Africa. It was certainly a driver for our investment in Morocco in the first place. Access to skills as well. The support of the local authorities that made aerospace, and there was a mention that auto was also considered as a strategic industry like aerospace, with all the support that comes with that. And I think some of the challenges as well in the region, the focus on long-term relationships, the influence of some countries in the region like France for a number of reasons, including their historical presence. I think we certainly feel that in our sectors, in rail and aerospace. And I think the need to validate as well. I mean, we're coming there with certain assumptions in our frame of thoughts, but we need to also be mindful that it's important to sort of validate that our messages have been well received in business negotiations or discussions with key stakeholders. Again, Alain, thank you very much for hosting and organizing this webinar. Thanks to our panelists. The CABC is very pleased to support. We've been impacted by the COVID-19 situation. So we've been really refocusing our efforts and doubling down on promoting bilateral trade and positioning Canada and Quebec as well as a partner of choice in the region, and working closely with the Quebec government and the federal government as well in Canada, but also with the League of Arab ambassadors and governments in the region and businesses as well. It's been really key to our efforts to really promote bilateral trade. So this webinar will be available on CABC's site. We have other webinars coming up, and I just wanted to flag that the next one will be on July 21st at 10 a.m. with Minister Eng, the International Trade Minister of Canada, and also the Minister of Planning and Economic Development of Egypt. So we welcome you to join that event as well. And again, Alain, thank you very much. And thank you very much to all the participants. As Alain said, unfortunately, we don't have time for a Q&A, but send us your questions. Envoyez-nous vos questions en français ou en anglais, puis ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Alors, merci encore. Merci beaucoup. Merci à tous. Et
Merci de votre participation à cette séance et à très bientôt. Merci beaucoup, Alain. Merci tout le monde. Merci beaucoup, merci tout le monde. Merci. Thank you very much. Bye. Bye. Are we done? We're off? Yeah, we're off. Okay, good. So what did Thank you you. think? That was great. Good, I'm glad you're pleased. So maybe in the next few days, Alain, we can just debrief. I'd like that very much. We could find a moment next week. Great. That works for you, and also I know that there weren't many questions asked during the session, but many were asked in advance when people signed up. So we may want to go back to the Excel sheets that Jane shared with everyone yesterday. Okay, that's a good idea.